Donc, bienvenue donc pour cette rencontre autour de notre nouvelle production d'Ariane Anaxos de Richard Strauss. Donc, à mes côtés, Rani Calderón, directeur musical de la maison et chef d'orchestre de cette nouvelle production. David Herman, metteur en scène de cette nouvelle production, dont vous avez déjà vu à plusieurs fois le travail. La première fois, c'était pour l'Italienne à Alger, spectacle qui, comme vous avez pu vous constater, sera repris en fin de saison prochaine. Ensuite, il est revenu pour Yolanta de Tchaïkovski. Et la dernière fois que nous avions le plaisir de l'accueillir, c'était pour une nouvelle production d'Armide de Lully. Et puis, aux côtés de David, une nouvelle venue, Andrea Hill, qui chante Le Componiste, qui est une jeune mezzo-soprano canadienne, qui fait ses débuts à Nancy, et aussi qui débute, à l'occasion de cette nouvelle production, le rôle du componiste, le rôle du compositeur, personnage clé et central de cette œuvre Ariane Anaxos. Alors, vous savez, Ariane Anaxos, c'est la collaboration d'un compositeur, Richard Strauss, et d'un librettiste, von Hofmannsthal. C'est plus ou moins, on va dire, leur 4e collaboration, si on part du principe qu'Electra était leur première, mais Electra, c'était déjà tiré d'un texte. Donc après, si je me souviens bien, il y a eu, après Electra, il y a eu Salomé, non, après, non. Salomé, attends, il y a eu Rosenkavalier, première version d'Ariane en 1912 et deuxième version d'Ariane 1916. Et ensuite, il y a eu La femme sans ombre, Frau Neuschatten. Et puis après, il y a eu Arabella, qui était la dernière collaboration, mais Richard Strauss est mort avant la création. Et Hélène d'Égypte. Donc, on va parler peut-être de l'œuvre avec Rani Calderón. Donc, nous ferons donc la version 1916. Je vous rappelle aussi que Hofmannsthal et Richard Strauss étaient des grands francophiles. C'est pour ça que la première version de 1912 était tirée du Bourgeat gentilhomme, et en lieu et place du prologue, il y avait la pièce de Molière. Donc nous avons la version 1916 qui est composée d'un prologue d'une 40aine de minutes, entr'acte, et suivi de l'opéra environ 1h30. Donc peut-être, Rani, tu peux nous parler de l'œuvre en général ? Bonjour à tout le monde. Ariane Anaxos, c'est un miracle parce que c'est une œuvre qui a été un grand échec, justement parce qu'avec le Bourgeat gentilhomme, ça faisait une soirée interminable d'abord. C'était très long. Et puis, parce que c'était pas le même public. Alors, du coup, le public du théâtre s'ennuyait à l'opéra, et le public de l'opéra s'ennuyait pendant la pièce. Et voilà, ça s'est donné, je pense, 1-2 fois, et c'était un échec. Et après, justement, Strauss et Hofmannsthal ont débordé le méga projet de La femme sans ombre, qui est un grand opéra romantique, au milieu duquel ils se sont arrêtés parce que Hofmannsthal a eu l'intuition que quand même Ariane, ce qui était l'opéra, c'est-à-dire le prologue n'existait pas du tout. C'est une chose qui a été rajoutée après. L'opéra, il a dit c'est quand même quelque chose de très très beau ce qu'on a fait, ça serait bien de le perdre. Alors comment est-ce qu'on peut le sauver ? Et il a eu l'idée de inventer ce prologue dont le protagoniste, justement, le compositeur, chanté par Andrea. Et à partir de ce moment, c'était au milieu du travail de La femme sans ombre, ils se sont arrêtés. Hofmannsthal a écrit le livret, et Strauss, dans une lettre à Hofmannsthal, pendant qu'il écrivait, composait la musique pour le prologue, il a dit, tu sais, ça, c'est mon vrai style. Parce qu'il faut comprendre que La femme sans ombre, c'est une espèce un truc monumental, wagnérien, on pourrait dire, qui parle de la mort, de la transfiguration de la mort. Et Strauss dit, surtout après cette guerre, qui était la Grande Guerre, parce qu'il n'y avait pas encore la Deuxième Guerre mondiale. Alors après la Grande Guerre, il dit, il me semble pas très juste de parler de la mort de cette façon. C'est déjà un moment où les choses ont commencé à changer. Et il a dit, mettons-nous d'accord
que La Femme sans ombre sera notre dernier opéra romantique. Tout ça pour vous dire que le prologue d'Ariane Naxos qui a été rajouté, c'est un moment important de changement et de prise de conscience dans le parcours de Richard Strauss comme compositeur. Il a dit, moi en fait je suis plutôt un compositeur de comédie et de théâtre, plutôt que ce qui a fait mon grand idole Wagner, les mythologies, la tragédie et tout ça. Voilà, ça se rajoute aussi à une conscience qu'il a eue depuis toujours, d'être beaucoup plus proche à Mozart qu'à Beethoven. Et par conséquent, Strauss et Wagner sont deux compositeurs complètement différents. Je pense que c'est très important de le comprendre parce qu'on en parle toujours, Strauss et Wagner, tandis que Wagner vient vraiment de Beethoven. Il a un poids, il a une largeur et une attitude romantique. Tandis que Strauss, il a cette légèreté et nervosité qui caractérise la musique de Mozart. Pour nous, c'est important. Et même quand on fait Elektra, par exemple, qui semble une œuvre très gigantesque, c'est quand même quelque chose où il faut toujours tenir une certaine nervosité. Alors, plus spécifiquement pour Ariane Naxos, ce que je pense intéressant, je suis sûr que David va en parler, mais il est très difficile de séparer la musique de la dramaturgie, c'est que c'est un point de rencontre de différents styles, et notamment de l'opéra seria avec l'opéra buffa. Et pour nous, en tant qu'interprètes, pour les chanteurs, pour le chef d'orchestre, pour le musicien, on passe constamment entre le seria et le buffa, c'est-à-dire ces deux styles. Pour vous dire en un mot, quelle est la grande différence? Je dirais, c'est le nombre d'événements par minute, si vous voulez dire. Si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, on l'a vu avec les chanteurs, dans un opéra buffa, si vous prenez Don Giovanni ou Rossini, il y a peut-être dans 4 mesures, on peut avoir 5, 6 événements de point de vue d'une phrase ou de changement de caractère. Tandis que dans l'opéra seria, c'est quelque chose de très très long, de très très lent. Et ça, c'est peut-être le défi le plus grand. Strauss choisit aussi, comme c'était un des plus grands orchestrateurs de toute la musique classique, il choisit aussi de caractériser l'opéra seria et l'opéra buffa avec des instruments de l'orchestre. Parce qu'il faut comprendre que puisque Ariane Naxos a été composé avec l'œuvre de Molière au début, c'était composé pour un théâtre qui n'est pas un théâtre d'opéra. C'est-à-dire que la fosse n'était pas grande. Et Strauss, qui normalement écrit pour un orchestre, vous savez, la petite version de Elektra, qu'il a réduit de la grande pour pouvoir vendre mieux, c'est 86 musiciens. Ça, c'est la petite. Parce que la grande, c'est 110. 110, non 102. Voilà. Alors, Ariane, c'est 40 musiciens. C'est très petit. C'est plus petit qu'un n'importe quel orchestre de Verdi. Et du coup, il a gardé le même orchestre pour la version qu'on va vous présenter. Mais dans cet orchestre, vous allez entendre quand l'opéra buffa, c'est-à-dire la commedia dell'arte, joue, ou quand même on parle de l'opéra buffa, il y a un piano qui joue. C'est comme si cette troupe de commedia dell'arte voyageait avec un pianiste. Et le piano, c'est déjà pas quelque chose de très normal. Alors, ça caractérise comme un peu de la musique de variété. Tandis que pour remplir ce qui manquait par le manque de présence de toute le grand ensemble, la petite harmonie, les cuivres, il y en a, mais très peu. Il a mis un instrument très spécial, l'harmonium, c'est une espèce d'orgue, on pourrait dire, qui remplit cette espèce de volume sonore qui manque. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rani. Peut-être, David, tu peux nous parler peut-être du projet, d'un point de vue dramaturgique et scénographique? Bonjour. Alors, comme Rani a dit, cet opéra elle consiste en prologue et l'opéra.
Peut-être on parle d'abord de l'opéra, parce que là, en fait, c'est la question de la dramaturgie est encore plus difficile. Donc, la chose spéciale, c'est que dans le prologue, le monsieur qui a commandé cet opéra, il dit que je veux que l'opéra seria soit joué ensemble avec l'opéra buffa, au même temps. Ça, c'est le grand bordel du prologue, comment ils vont faire ça. Mais ça, c'est dramaturgiquement, c'est très difficile pour l'opéra de trouver une solution intéressante. Qu'est-ce que c'est ces deux mondes? Alors, comme Rani a déjà dit, Richard Strauss, il a eu aussi ce changement de caractère. D'abord, il a composé ces deux œuvres très tragiques, Salomé et Electra, et après, un œuvre beaucoup plus doux, Rosenkavalier. Et pour moi, c'était un peu les deux faces de Richard Strauss. Et j'ai retrouvé ça un peu aussi dans ces deux pièces, disons Ariadne of Naxos, qui est quand même une princesse grecque, qui a un destin pas très bien. Elle est seule sur une île, elle est fâchée contre Thésos, elle attend en fait sa mort. Donc ça, c'est vraiment la tragédie grecque. Donc un côté de Strauss peut-être, le côté Electra grec. Et l'autre côté, il voulait une comédie italienne comme la Commedia dell'arte. Et là, j'ai pensé, bon, le Rosenkavalier, c'est en fait une réinvention du rococo viennois, donc avec des costumes très très beaux. Et donc ça, c'était en fait l'autre côté de Strauss. Et maintenant, en fait, moi, je voulais trouver quelque chose, surtout pour la France aussi, de iconographique du rococo. Donc, on a en fait partagé la scène. Sur un côté, vous allez vraiment voir une scénographie typiquement de Electra. C'est noir, c'est sombre, c'est sale, c'est l'architecture grecque un peu à côté. Et là, en fait, Ariadne, elle attend sa mort, elle est vraiment seule, perdue. Et sur l'autre côté, vraiment découpé, c'est une reconstruction d'un tableau de Watteau, en fait, celui avec la balançoire. Donc vraiment une beauté des couleurs, mais aussi, disons, bon, c'est pas du tout, bien sûr, la Commedia dell'arte italienne, mais je trouve que c'est quand même très très proche de ce iconographisme français rococo qu'on connaît avec les personnages. Donc ça fait comme un crash là-dedans, dans cet opéra. Et ces deux mondes, ils s'aiment pas beaucoup. Chacun veut être le meilleur. Donc il y a une petite dispute, une guerre, c'est pas trop grande. Et à la fin, vous allez voir que ces deux mondes, ils s'en vont et on se retrouve dans un néant. Et ça, en fait, Strauss, il a composé ça que si Bacchus arrive, Ariadne croit que c'est le dieu de la mort, qu'elle le prend pour... Et lui, il croit que c'est une très jolie fille. Et il dit, ah bon, je suis le dieu de la mort. Bon, si tu le dis, je suis le dieu de la mort. Mais en fait, tu es... Et là, on joue ça dans un espace, en fait, comme dans une brume. Et vers toute la fin, les deux mondes vont revenir. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être une synthèse en fait entre les deux. Donc en fait, on a ces trois royaumes rococo, Grèce et le néant et une synthèse après. Et ça, c'est disons pour l'opéra. Et pour le prologue, Andrea est en fait disons le moteur principal. C'est beaucoup plus concret. Parce que ça joue en fait dans les coulisses d'une maison d'opéra ou d'un palais où il y a un théâtre. Et c'est les 20 dernières minutes avant la première représentation de son spectacle qu'elle a écrit. Et elle est très très nerveuse, elle veut parler aux chanteurs, et les chanteurs sont seulement intéressés par leur maquillage et par leur voix, ils ne veulent pas du tout entendre encore des petits détails. Voilà. Et surtout, elle apprend que le monsieur qui a commandé tout ça veut jouer ça ensemble avec l'autre pièce. Donc c'est une catastrophe. Elle dit je veux pas survivre ce moment. Mais aussi elle rencontre une autre femme. C'est Zerbinetta. En fait c'est la rôle principal des comédiens. Et là, c'est très intéressant parce que c'est en fait deux conceptions de créativité.
Elle, c'est, disons, le compositeur qui écrit des notes et qui fait de la musique pensée, sérieux, voilà, pour l'éternité. Et l'autre, c'est en fait un performer, quelqu'un qui improvise, qui est dans le moment, qui est très très vite. Et d'abord, il y a un grand... elle le valorise pas. Mais après, en fait, ils comprennent que chaque côté de la créativité est aussi bien, soit le réflexif pensé, ou soit le spontané. Il n'y a pas que ça c'est mieux ou moins bien. Et ça aussi, c'est assez intéressant dans ce prologue. Mais c'est beaucoup plus concret. En fait, c'est une pièce de théâtre. Et c'est très simple. C'est 3 portes. Et ces portes, ils sont très illogiques. Tu ouvres une porte et d'abord c'est noir. Et 20 secondes après, tu rouvres cette porte, il y a une chambre derrière. Donc en fait, c'est un peu la créativité du compositeur qui se montre dans cette porte, la force de l'imagination. Si je pense que là-bas, il y a un piano de concert, je le vois. Et ça, c'est, disons, sa force intérieure. Ça peut être comme quelques idées du spectacle. Merci David. Peut-être, Andrea, tu vas pouvoir peut-être nous parler du rôle du componiste, qui est un rôle particulier. C'est un rôle assez court puisque il n'apparaît que dans le prologue. En tout cas de façon musicale. Il peut apparaître après de façon dramaturgique, ce sera le cas je pense dans l'opéra, mais on ne l'entend chanter que dans le prologue. C'est un rôle assez court mais très difficile parce que c'est une tessiture un peu hybride entre le soprano et le mezzo. En allemand je crois qu'on dit Zwischenfach, qui correspond entre deux tessitures. La difficulté du rôle, c'est vraiment la longueur de l'ambitus, c'est-à-dire la note la plus grave et la note la plus haute, et c'est quand même très très aigu pour une mezzo, et c'est là une des principales, je crois, difficultés du rôle. Oui, alors bonjour, justement. Oui, c'est un rôle, on dirait en français, je pense, c'est un rôle de niche. C'est-à-dire, c'est un rôle que vraiment, c'est pas tous les mezzos, ni tous les sopranes, même de temps en temps, c'est distribué avec une soprane, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le chanter. Et je dis pas ça comme quelque chose de supériorité. Il y a aussi plein de choses que moi je ne peux pas chanter, qui sont chantées par les autres, mais moi ma voix convient à ça. Et justement, si on est mezzo et on va chanter ce rôle, il faut être très solide dans les aigus parce qu'on est tout le temps là-haut. Et en plus, comme David a dit, le prologue, c'est un peu le bordel. Et alors, c'est-à-dire le componiste, le compositeur, il flippe beaucoup, il panique, il est très nerveux, il y a des choses qui se passent qu'il ne peut pas contrôler. Et lui, comme compositeur, comme quelqu'un qui a maîtrisé sa partition, il veut maîtriser ça et il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas son théâtre, ce ne sont pas ses chanteurs. Et du coup, il y a beaucoup de panique. Et moi, je trouve le défi pour la chanteuse, quand on chante ça, surtout quand on est mezzo et justement, on a quand même l'habitude d'être un peu plus grave, c'est qu'il faut que le componiste qui flippe, qui panique, mais que la chanteuse ne le fait pas. Parce que si jamais, comme vous le savez tous, quand on panique, quand on est en rage, en colère, la première chose qu'on fait, souvent on fait ça, ou les muscles jouent. Et une chanteuse, si on fait ça et on a 30, 40, je ne sais pas combien d'aigus à chanter, on ne chante plus. Et alors, c'est un défi intéressant comme chanteuse. Et comme Claude vous a dit, pour moi, c'est une prise de rôle. Alors, j'apprends beaucoup, je découvre, je cherche et je m'amuse bien avec ça. Et justement, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, cette production, cet opéra, cette pièce est très intéressante parce que justement, ça existe aussi, alors moi je peux parler du monde lyrique en tout cas, mais j'imagine que ça existe en général dans le monde de l'art. Il y a ces pôles, il y a justement les gens qui pensent que l'art, que l'opéra, que l'art est quelque chose de très sérieux. Et qu'il faut que ça soit sérieux, il faut que ça dise quelque chose, que ça raconte quelque chose sur la société, sur la culture, que ça reflète quelque chose au public et que les gens sortent du spectacle en pensant plus profondément sur ça qu'ils ont vu. Il y a aussi le pôle qui pense que ce n'est pas du tout le cas, il ne faut pas prendre au sérieux, c'est pour se divertir, les gens ont bossé toute la journée, ils veulent sortir, ils veulent s'amuser.
Et à la fin de la soirée, s'ils ont bien fait leur boulot, les gens vont sortir en se sentant plus relâchés, la tête un peu plus léger. Et ça existe. Et c'est très fort. Et moi, je connais des chanteurs qui ne se parlent plus, justement parce qu'il y a des uns qui sont très sérieux, des autres pas du tout, et ils n'arrivent pas à se comprendre et à se mettre d'accord. Et alors, c'est intéressant justement de confronter ça dans une pièce et de voir, comme David a dit, qu'il y a ce moment entre le compositeur et Zerbinetta où ils comprennent que non, justement, on vient de deux mondes différents. On a des perspectives très différentes. Le compositeur, comme on a déjà dit, il est très sérieux, il est très obsessif, il est très dans sa tête tout le temps. Il ne comprend pas trop le monde autour de lui, il est très naïf. Il existe dans sa boule. À lui, Zerbinetta, pas du tout. Zerbinetta, elle comprend tout. Elle voit tout. Elle est très intelligente au niveau social, comment gérer les choses, comment gérer les gens. Et du coup, ils ne se comprennent pas du tout au départ, mais dans ce petit scène qu'ils ont ensemble, ils trouvent que, tiens, il y a quelque chose quand même. On appartient quand même au même monde. On peut se comprendre d'une certaine façon. Et c'est très intéressant, du coup, à découvrir ça, à chercher. Et en plus, moi, je trouve que c'est une pièce magnifique aussi parce que ça, on se moque. Finalement, franchement, on prend les stéréotypes un peu, mais les stéréotypes qui sont quand même basés dans une certaine vérité. Et Strauss et Hofmannsthal, ils l'ont exagéré. Alors, on a la prima donna qui est vraiment monstrueuse dans la prologue, et le ténor, bien sûr, aussi. On a le compositeur, on a les comédiens. Tout est exagéré, mais tout a quand même ses pieds dans la vérité. Et alors, du coup, on peut s'amuser avec ça parce que ça nous oblige à regarder un autre monde de musiciens, d'artistes et dire « Eh ouais, quand même. Hein. » Alors moi, je trouve que c'est très intéressant et je suis très contente de faire ma prise de rôle ici dans cette production. Merci. Oui, justement, pour corroborer ce que dit Andrea, il y a effectivement, c'est une grande distribution, pas beaucoup de musiciens dans la fosse, une quarantaine, pas de chœur, mais une grande distribution, je crois près de 17 solistes, avec effectivement plusieurs groupes, la Commedia dell'arte, les figures mythologiques. Peut-être, Rani, tu peux nous parler peut-être de la distribution et des spécificités de chaque groupe ou famille. Oui, je pense c'est très intéressant de comment on répète un opéra comme ça. Parce que si on fait Orphée Eurydice ou même Aïda, ce sont des ouvrages qui ont un développement linéaire du début à la fin. Les personnages sont présentés au début et ils ont un certain développement. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, il y a au moins 3 réalités complètement différentes qui apparaissent, disparaissent. Et alors, du coup, nous, pour préparer ça, on travaille naturellement séparément avec les gens. Parce que vous pouvez vous imaginer que la musique de ce qu'on appelle l'opéra buffa ou la commedia dell'arte, ce sont 5 chanteurs, c'est Zerbinetta avec 4 chanteurs hommes, et ça, ils ont leur spectacle, et du coup, ils ont leur musique. Le fait qu'après, ils sont obligés de le présenter avec l'opéra serre, ça c'est un coup de génie, mais leur musique existe séparément, elle a un style différent, elle a, comme j'ai dit aussi, une vitesse complètement différente par rapport à l'autre groupe, qui est Ariane, Bacchus et les 3 nymphes qui, comme dans Electra, comme a dit David, les servantes sont à la place du chœur, c'est-à-dire c'est comme si c'était le chœur grec. Alors il y a les 3 filles. Ces 5 ont un langage complètement différent, un mode complètement différent, et on travaille avec eux de façon différente, parce que les exigences sont différentes. Mais encore, il y a le prologue qui a son propre langage, parce que c'est une comédie musicale. Alors c'est quelque chose de nouveau. Si, comme David a très très justement identifié
le mot de Salomé Electra dans la musique de l'opéra Serra et le mot du Rosenkavalier dans la musique de l'opéra Buffa. Ici, il y a quelque chose qui est nouveau, qui après va se retrouver dans d'autres opéras de Strauss qui arrivent plus tard. Alors, on travaille de façon très différente avec chacun de ces groupes, et après on met tout ensemble. Et je voudrais vous dire aussi par rapport à l'orchestre qu'il y a, je répète, Strauss c'est l'un des plus grands orchestrateurs. La fin de l'opéra, les derniers 25 minutes, c'est un duo d'amour qui est entre Bacchus et Ariane. Moi, je dirais, pour moi, c'est un hommage à Tristan. C'est de la musique comme ça, statique de point de vue dramatique, et très très psychologique, et c'est magnifiquement écrit, et c'est magnifique pour chanter, pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait un compositeur qui a un orchestre si petit pour, à la fin, créer l'effet d'un orchestre wagnérien? Et comment il fait ça? Alors, soyez conscient quand on arrive à la fin de l'opéra que vous n'avez quand même que 40 musiciens dans la fosse. Je ne peux pas vous analyser comment il le fait parce qu'il a ses moyens. Et quelques-uns d'eux ne sont même pas compréhensibles pour nous. Après, il y a des choses, on peut regarder, il fait ça, il fait ça. Mais finalement, la fin de cet opéra est tout à fait un miracle du point de vue acoustique. Parce que vous allez avoir l'impression d'avoir un orchestre de 80 musiciens au moins, tandis qu'il n'y a que 40. Voilà. Et pendant le prologue, l'orchestre, vous allez entendre, très souvent, l'orchestre joue très peu. Et on a l'impression presque d'être dans une pièce de théâtre où il y a une espèce de groupe de 3-4 musiciens qui font des commentaires. Et tous ces langages différents se retrouvent dans une seule soirée. On les travaille séparément et éventuellement tout se met ensemble. Merci. Et justement par rapport à tous ces gens qui se retrouvent, toutes ces familles, comment dans le travail de répétition, techniquement, on met en place, en termes de planning, en termes de croisement, comment on superpose finalement les strates pour arriver à la fin à un résultat? C'est un peu comme si on fait un film. Parce que, par exemple, comme il y a aussi des très petits rôles, ensemble avec Claude, on a pensé, quand est-ce qu'on va demander à ce chanteur de venir pour que, s'il a fait son rôle qu'il n'attend pas trop longtemps, quand est-ce qu'on peut le libérer? Donc c'est un planning vraiment super complexe, et aussi avec des chanteurs qui arrivent un peu plus tard, parce que... pardon ? Au compte-gouttes. Voilà, en compte-gouttes. Donc pour moi, j'avais comme des petites scènes dans ma tête, mais je l'ai monté en fait de point en point. Avec Andrea, on a commencé avec Zerbinetta au milieu du prologue. En fait, avec cette scène, pas d'amour, mais cette scène de rencontre. Et en fait, ça, c'est un travail comme au cinéma où on ne peut pas non plus travailler chronologiquement. D'abord, j'étais un peu stressé, mais en fait, c'est aussi une belle expérience parce qu'on doit être vraiment très bien préparé. Et en fait, là, je trouvais ça plutôt bien de trouver tout de suite la scène la plus avec la plus de ampleur ou de profondeur, et après faire les petites scènes avec les autres qui venaient 3 jours plus tard. Donc en fait, c'était une belle expérience. Pour moi, entre guillemets, c'était encore plus fou dans ma tête parce que juste avant, j'étais à Francfort et je faisais 3 opéras de Ernst Krenek. Donc aussi 3 opéras individuels, dont une fait référence à Ariadne of Naxos. Ariadne of Naxos a été composée 10 ans avant et Krenek a fait ça. En fait, ça, c'était 3 bandes différentes, et aussi, en fait, dans cet opéra, il y a aussi 2 opéras parce que le prologue n'a rien à faire avec l'opéra. Dans un moment dans ma tête, j'avais 5 opéras, et ça, c'était vraiment beaucoup de personnages et de scènes. Mais en fait, c'est aussi une belle expérience. Andrea, pour revenir au rôle du componiste, alors j'imagine que tu avais l'air à ton répertoire d'audition, que c'est un air que tu chantais depuis longtemps, mais comment on appréhende justement un tel rôle et comment on s'y prépare et depuis quand tu penses au componiste, par exemple? Bon. Alors oui, comme Claude a dit,
plutôt, c'est un rôle assez court, c'est-à-dire la prologue, ça dure 40 minutes. Le compositeur, il chante beaucoup pendant ces 40 minutes, mais pas sans arrêt, quoi. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être 25-30 minutes à chanter, mais c'est très intense. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà bossé l'air, qui est la toute fin du rôle, finalement, et la toute fin du prologue. J'avais bossé ça depuis assez longtemps pour les auditions, pour eigentlich, en effet, travailler les aigus. Mais le rôle, si je suis honnête, la première fois que quelqu'un m'avait demandé de regarder le rôle, j'étais encore à l'université, je faisais ma maîtrise. J'étais assez jeune quand même, genre 22 ans, je pense. Et on m'a dit, ouais, ça pourrait être intéressant, regarder ça. Et je l'ai regardé et j'ai pensé, jamais dans ma vie est-ce que je vais chanter ce rôle. Parce que c'est tellement difficile. Et à l'époque, comme jeune mezzo, j'avais pas ces aigus en place. Et ça me paraissait juste absolument impossible. Du coup, avec de l'âge, avec le développement vocal et tout ça, j'ai compris que, ok, peut-être je vais pouvoir l'aborder. Mais quand même, quand j'ai commencé à vraiment travailler ce rôle, c'était petit bout par petit bout. Parce que au départ, quand on cherche le rôle dans le chœur, parce qu'il faut maîtriser le chœur, la voix, tout ensemble, c'est fatigant. Parce que comme c'est tellement intense, avec beaucoup d'aigus, et comme j'ai déjà dit, tant que mezzo, je chante des aigus, mais pas comme ça. Ça, ce rôle, vraiment, c'est tendu tout le temps. Et c'est très fatigant quand on apprend ça. Il faut vraiment tout maîtriser. Alors, ça fait à peu près 1 an que je prépare le rôle. Et d'abord, j'ai commencé avec juste un apprentissage des notes. Parce que Strauss, ce n'est jamais évident. Ce n'est pas comme chanter du Mozart, du Rossini, où il y a une mélodie qu'on peut suivre et qu'on peut apprendre assez rapidement. Strauss, ça paraît au départ pas du tout logique. Ça saute, ça fait ça change d'harmonie, toutes les mesures, toutes les demi-mesures. Dès qu'on l'a appris, ça paraît très logique et on l'oublie jamais. Mais pour l'apprendre, ça prend beaucoup de temps. Et comme c'est difficile vocalement, pour moi, j'ai pensé, il vaut mieux déjà que je connais bien les notes pour que je connais ma route, pour que je ne suis pas en train de chercher les notes et comment les chanter en même temps. Et alors j'ai fait un apprentissage de la partition tout simplement avec des crayons en couleur pour chercher quand j'étais avec l'orchestre, d'où je trouvais mes notes, tout ça. J'ai passé pas mal de temps juste dans la partition sans chanter comme ça. Et après, quand je connaissais un peu mieux, j'ai commencé à le chanter, mais vraiment j'ai divisé en plusieurs sections. Et j'ai fait section par section, pas toujours chronologique, peut-être 4e section, 2e section, pour voir qu'est-ce que ça faisait vocalement, petit mélange. Et je pense que c'était que dans le dernier 2 mois que j'ai commencé à vraiment chercher à filer petit à petit, à faire toutes les sections lentement, à les mettre ensemble. Mais c'était un grand travail parce que justement, il y a tellement de difficultés à apprendre. Mais dès qu'on apprend et dès qu'on est dedans, c'est absolument magnifique. Mais pour moi, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux être prudent. Et je voulais bien apprendre. C'est un rôle que j'espère chanter beaucoup. Et je me suis dit, je vais prendre l'opportunité que la première fois que je vais le faire, je veux que ça soit vraiment dans mon cœur, dans la voix et que je comprenne la partition. Alors voilà. D'autant plus qu'effectivement, c'est une nouvelle production, donc ça veut dire qu'il y a un temps de répétition, ce qui n'aurait pas été le cas, par exemple, si tu te retrouvais à chanter le rôle pour la première fois dans une production de répertoire où effectivement le temps de répétition est beaucoup plus court. Rani, je crois que c'est la 3e production que tu diriges, Darian. Quels sont, par rapport à la difficulté de la musique, par rapport à l'effectif particulier de l'orchestre, quels sont les enjeux pour l'orchestre, pour les musiciens de jouer cette musique? Alors, je dirais il y a 2 choses différentes. Une est la complexité générale de la musique de Strauss. C'est-à-dire, Strauss, moi je partage tout à fait ce qui vient de dire Andrea, c'est-à-dire il est difficile à comprendre à première lecture. Après, il faut passer par une espèce d'analyse. Il faut comprendre ce qu'il fait, parce qu'en fait, c'est pas un compositeur, il est complexe dans la façon où il
met les choses ensemble, mais les choses même, les ingrédients de sa musique sont très simples. C'est juste qu'il est capable de mettre en même temps 5 choses simples. Et alors l'effet est de quelque chose de très complexe. Mais si vous arrivez à séparer tout ça et à regarder élément par élément, c'est une musique qui est beaucoup plus simple, même parfois que la musique de Mozart. Ce n'est pas un compositeur qui a cette espèce de complexité comme par exemple on trouve chez Wagner, où la musique a dedans vraiment cet élément de chromatisme et de contrepoint qui va dans tous les sens. Ce n'est pas du tout ça. C'est une combinaison de beaucoup de choses simples en même temps. Alors c'est ça qui fait aussi que très souvent la musique de Strauss, quand elle est jouée et qu'elle n'est pas très très bien travaillée dans l'orchestre, elle fait beaucoup de bruit et elle n'est pas très claire. Tandis que si on fait ce travail avec les musiciens, on arrive à une transparence. C'est surtout important pour les musiciens même de pouvoir, pendant la répétition, écouter les choses qu'ils jouent séparément. C'est-à-dire il faut vraiment faire ça. Moi, avant de diriger Ariane, enfin d'étudier Ariane, parce que la première fois que je l'ai étudié, j'étais encore chef de chant en Israël, et c'était la première fois qu'on la jouait en Israël, et c'était Zubin Mehta qui dirigeait. Et après, j'ai eu l'occasion de la diriger pour la première fois au Chili, où j'étais directeur musical, et il y a 2 ou 3 ans à Toulon. Alors c'est la 4e fois que je la rencontre, mais avant ça, j'ai eu l'occasion d'étudier et aussi de diriger Elektra. Et Elektra, c'est la même chose. On a l'impression que c'est quelque chose de complètement incompréhensible, mais dès qu'on commence à séparer et avec les musiciens à jouer dans des groupes, dans l'orchestre, d'abord séparément et après ensemble, ça sonne différemment. Et c'est ça qu'il faut travailler. Après, ça c'est un problème, une caractéristique générale de Strauss. Dans Ariane, il y a le problème du prologue. Pourquoi ? Parce que le prologue, c'est vraiment, la plupart du temps, musique de théâtre. Et alors pour les musiciens, s'ils ne connaissent pas l'œuvre, c'est très bizarre parce qu'il se passe quelque chose et ils font un truc comme ça qui n'a pas... C'est encore moins connu que, par exemple, travailler un récit de bel canto qui aussi sont des accords comme ça, mais ça, on connaît mieux. Tandis que là, Strauss était en train de vraiment inventer ou retrouver plutôt un style personnel. Et le prologue, comme avec les chanteurs, aussi avec l'orchestre, il faut le travailler très longtemps et à plusieurs reprises pour que finalement ça devienne quelque chose de naturel. Et comme a dit Andrea, je partage tout à fait, une fois qu'on a fait tout ce parcours, c'est-à-dire de la lecture, de l'analyse et du travail, à la fin, cette musique est complètement naturelle et bien sûr magnifique. Alors vous l'avez compris, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas eu beaucoup de Strauss ces derniers temps à l'Opéra national de Lorraine. Je crois que la dernière production de Strauss, c'était le Rosenkavalier, il y a une dizaine d'années, je dirais. Ariane a été donnée, je pense, dans les années 2000, je crois. Donc vraiment, c'est vraiment une très très belle opportunité de découvrir, redécouvrir cette œuvre majeure de Richard Strauss. Peut-être, si vous avez des questions dans la salle concernant cette nouvelle production d'Ariane Naxos. J'en ai plusieurs pour chaque intervenant. Alors, pour Annie, vous avez parlé de la musique de Mozart qui était plutôt légère et nerveuse. Et est-ce que vous ne niez pas que la musique de Mozart contient quand même pas mal de profondeur ? Et est-ce que, donc, si c'est le cas, est-ce que, moi je trouve qu'elle a de la profondeur, est-ce que quand, dans votre interprétation, vous en tenez compte ? Et quand vous disiez que l'opéra seria était plus long et plus lent, est-ce que vous en profitez dans votre interprétation pour jouer sur les nuances, pour faire une plus grande diversité de nuances ? Je pose les autres questions après. Alors, moi, j'attache une importance extraordinaire aux mots. Et quand je dis
nerveux, ça n'a rien à voir avec profondeur. C'est-à-dire, j'arrive même pas à comprendre la question. C'est-à-dire, la musique de Mozart, pour moi, personnellement, avec la musique de Bach, c'est au-dessus de tout ce qui a été écrit dans la musique classique. Mais je ne parlais pas du tout de profondeur. Je parle du rythme de la musique et du rythme des événements. C'est-à-dire, si vous prenez, juste pour vous donner un exemple, vous prenez la 40e. C'est-à-dire, c'est une musique qui est quand même lyrique et qui a, on dirait presque déjà quelque chose de romantique. Mais ce n'est pas une mélodie lente et infinie comme on trouve éventuellement chez Wagner, mais tout d'abord, comme Wagner même l'a écrit dans un de ses articles, c'est Beethoven qui a installé dans ses adages cette espèce de, comment je peux dire, musique qui est bien installée, qui a un côté terrain très très fort. Mais ce n'est pas ça qui la rend profonde. C'est-à-dire, il n'y a pas, ce n'est pas, je dirais, profondeur, c'est un thème, moi je parlerais même d'élévation, c'est-à-dire où est-ce que les musiques sont placées. Et Mozart, c'est vraiment au-dessus de tout. Mais quand je parle de la nervosité, c'est parce que quand vous faites un récit de Mozart, ou quand vous travaillez, comme je travaillais hier avec le troupe de la Commedia dell'arte, Arlequin, par exemple, il a à un certain moment une petite intervention où il parle avec Zerbinetta. C'est très rapide parce qu'ils sont en train d'improviser, comme si c'était de l'improvisation. Et le chanteur chantait toutes ces répliques qui sont très rapides et qui sont en échange avec Zerbinetta, parce qu'il a très bien appris son rôle, comme une continuité. Tandis que c'est pas du tout ça, parce qu'il dit quelque chose, elle répond, il dit quelque chose, elle répond. Et lui, il voyait sa partie, mais il doit être très rapide, parce que chaque intervention, c'est un nouveau départ. Tandis que quand vous travaillez avec Ariane, par exemple, elle a des lignes très, très, très longues. Et elle doit être capable de maintenir ça, comme d'ailleurs le chef et le musicien. Et c'est plutôt, c'est ça vraiment où vous voyez le travail du style. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer Wagner ou la musique de Ariane, c'est-à-dire de l'opéra seria du componiste. On ne peut pas jouer ça de la même façon qu'on joue un opéra bouffe. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec la profondeur, ni disons, la dimension où cette musique est. Je dirais simplement que, comme référence, comme il y a ces deux comment je peux dire, traditions ou deux origines dans la musique classique, Mozart et Beethoven, qui sont naturellement aussi liés entre eux, pour nous, en tant qu'interprètes, et peut-être pour vous aussi en tant que public, c'est intéressant de comprendre sur Richard Strauss que même s'il utilise le même effectif ou parfois plus grand que Wagner, qu'il vient d'une tradition complètement différente, et il le dit lui-même, il le dit, et que cette musique, même si elle a beaucoup de sons, elle doit toujours avoir cette espèce de légèreté et nervosité. Et dans le cas de Richard Strauss, je pourrais aussi dire de temps en temps superficialité, ce que je ne dirais pas du tout de Mozart. Voilà. Merci. D'autres questions? Blandine, on va essayer que tout le monde intervienne et on y reviendra. Hein? Voilà, et puis on y reviendra. Qui d'autre veut intervenir? Ce serait bien que tout le monde puisse prendre la parole. Oui? Moi, c'est au chef d'orchestre que je voudrais poser une question. Vous avez parlé dans cet opéra qu'il y avait des choses très simples et c'est ce qui était compliqué. En fait, à l'instar, pour moi, un chef d'orchestre, il est un peu à l'instar d'un chef de cuisine.
plus on fait des choses simples, et plus en fait elles sont compliquées, parce qu'elles ne permettent absolument pas aucun écart. Est-ce que dans ce type d'opération, enfin de commandite que vous allez avoir avec votre orchestre, est-ce que malgré tout, bien sûr, vous êtes obligé de coller, vous allez coller bien sûr au livret, est-ce que malgré tout, dans cette opération, au-delà du fait que pour vous, c'est quelque part un challenge de jouer cette simplicité, est-ce que malgré tout, ça vous permet quand même d'exprimer quelque part votre sensation ou votre sentiment de cette musique? Bon, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais essayer de me limiter peut-être à l'essentiel. Je voudrais aussi préciser, parce que vous savez, on dit quelque chose et après, vous entendez peut-être d'autres choses. La simplicité de laquelle vous parlez, ce n'est pas la même simplicité de laquelle moi je parlais quand je disais que c'était des éléments simples. Parce que quand je disais des éléments simples, je voulais vraiment dire que ce n'était pas quelque chose de complexe. C'est-à-dire que si moi, je prends un moment, je coupe Ariane dans la partition et je regarde les 5 éléments qui sont, et je les sépare, qui sont là en même temps, chaque élément est simple en tant que matériel. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il y a une autre simplicité à laquelle je pense que vous faites référence et qui rejoigne le thème de Mozart, peut-être de Schubert aussi, par exemple. Et ça, c'est la simplicité de l'enfant, si vous voulez. Un enfant, il a une simplicité. Vous regardez un enfant, vous lui posez une question, il répond avec une fraîcheur et une simplicité que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas capable de reproduire. Cette simplicité qui caractérise, par exemple, la musique de Mozart et toutes les choses les plus élevées dans le monde, je dirais, c'est autre chose. Moi, je ne parlais pas du tout de ça. Et je partage avec vous que c'est la chose la plus compliquée. À comparer, si on parle de cuisine, moi j'adore cuisiner, je pense que c'est pareil. Si vous voulez servir à vos invités une salade caprese, par exemple, il faut avoir de la bonne mozzarella, de très bonnes tomates, un bon huile d'olive et du vrai basilic. Et parce que sinon, ça ne marche pas. Là, il s'agit d'autre chose. Chez Strauss, ce qui est intéressant, c'est que la complexité ne vient pas d'une complexité de discours intérieur. Ce qu'on trouve déjà chez Beethoven et qui s'évolue de plus en plus avec Wagner. Chez Strauss, c'est une complexité, là je peux dire le mot, superficielle. Elle n'est pas dans l'essence, je parle de point de vue musical maintenant, juste de point de vue musical. Elle n'est pas dans l'essence, elle est dans le fait que beaucoup de choses sont mises en même temps. Ce n'est pas une vraie complexité, si vous voulez. C'est une complexité qui fait un grand effet, mais elle est de type complètement différent d'une complexité qui pourrait être dans une seule note de Wagner ou d'une simplicité qui peut être dans un accord de Mozart. Voilà, j'espère... voilà. D'autres questions? J'essaie de passer la parole à plein de monde. J'oublie pas Blandine, hein. Mais on a très peu de temps, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Qui veut prendre la parole encore? Personne? Et alors, pourtant, il y aurait des questions, je pense, à poser aussi bien à la chanteuse qu'au metteur en scène aussi. Non? Il n'y a que Blandine qui a des questions ce matin. Bon. Bah, peut-être. Mais on n'aura pas non plus 3 heures pour les questions. Alors, ma deuxième question et dernière à Rani, c'était justement par rapport à ces 5 éléments. Est-ce que chaque élément correspond à un thème qui, lorsque l'élément se répète, correspond à un thème qui se répète au long de la musique? Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Est-ce que chaque élément a une couleur thématique, une couleur qui correspond à quelque chose de l'action? Mais vous parlez de quels éléments? Quand vous parlez de quelque chose de complexe dans la musique, que vous pouvez séparer en, par exemple, 5 éléments,
est-ce que quand vous les séparez en 5 éléments simples, est-ce que chacun de ces éléments simples correspond à, par exemple, à un personnage ou bien à un, à un épisode? Oui, alors tout à fait. La réponse est oui. Et c'est exactement ce que Strauss fait. Et il a dit lui-même, mon grand problème, c'est que dès que j'écris quelque chose de très beau, après, il me viennent 4 contrepoints qui détruisent tout. C'est-à-dire, il a eu une... Et ça, c'est aussi mozartien. C'est pas dans la dimension mozartienne. Mais il a eu une facilité extraordinaire pour écrire de la musique. Ce n'est pas avec tout le monde comme ça. Je répète, vous prenez Wagner, il a eu de grandes difficultés pour produire, pour nous faire ces cadeaux extraordinaires qu'il a fait éventuellement. Strauss, il était très rapide. Et du coup, je pense que pour Ariane, si on veut juste mettre ça dans un contexte actuel pour nous, c'est super intéressant qu'il soit capable de le faire parce que vous allez entendre déjà la musique, le début du prologue, le prélude du prologue, mais ensemble, et plus ça avance et plus ça devient clair, la musique, tous les thèmes du compositeur de Commedia dell'arte d'Ariane, et on entend, il y a une espèce de crescendo, et à la fin, ça devient une cacophonie insupportable qui fait que le prologue commence. Mais c'est exactement la capacité de Strauss de mettre l'un sur l'autre tous les motifs, tous les leitmotifs de tous les personnages, parfois des tonalités différentes. Et c'est ça exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Bonjour, vous pouvez nous parler des conflits entre le chef d'orchestre et le metteur en scène à propos du montage de la pièce? Je peux répondre d'abord? Oui. Et moi, je parlerai pas de conflit. C'est-à-dire, c'est une collaboration. Moi, je pense que si on est là, c'est parce que moi, je suis musicien qui adore le théâtre. Et je pourrais dire sans aucun doute que David, c'est un homme de théâtre qui adore la musique. C'est-à-dire, on est là parce qu'on partage un amour commun pour ces deux genres qui se retrouvent dans l'opéra. Et alors la question est, comment est-ce qu'on arrive à collaborer, à produire cette chose ensemble? Nous, on s'est vus pour la première fois pendant que, moi je me souviens, David est venu ici, pendant que moi je répétais avec l'orchestre Les Pêcheurs de Perles. C'est-à-dire, bien, il y a... Non? Ah non, oui. Je pensais que tu disais non. Il y a un an, on a commencé à échanger les premières idées. Après, David c'est-à-dire, moi, je racontais un peu à David mes expériences et les choses qui m'étaient chères dans Ariane. Et après, je pense, quand vous parlez d'un conflit entre un chef d'orchestre et un metteur en scène, c'est pas un conflit, c'est la différence, au moins de la façon comment moi je vois ça, c'est qu'on on a des rôles différents. Le chef d'orchestre doit défendre une partition. Et moi, je pense que la partition, surtout si on parle de Richard Strauss, elle est très claire. Et je vois mon rôle, je vous le dis de façon, ça peut sonner un peu comme ça, grandiose, mais ce n'est pas du tout comme ça, c'est très sincère. Moi, je suis comme un sacerdote. Pour moi, c'est la même chose. Je lis les écrits, je les comprends, et je veux trouver la façon de vous délivrer le message sans le toucher. Après, c'est clair que j'ai ma personnalité, j'ai ma formation, tout passe par moi, mais j'essaie d'être un canal plutôt clair et propre parce que je crois profondément que les choses que j'ai le bonheur de vous communiquer sont beaucoup plus grandes que moi et plus intéressantes. Le metteur en scène, c'est autre chose parce qu'il est là parce qu'il veut vous proposer une nouvelle perspective. Et je vais lui laisser la parole pour en parler.
En fait, moi j'ai souvent des grands conflits avec des chefs. C'est pas le cas ici, mais c'est souvent parce que d'abord les chefs sont très peu aux répétitions avec le piano et les chanteurs, donc ils sont pas dans le processus de la création. Là, c'est déjà la grande différence avec Rani, il est là tout le temps, donc il est à côté, et quand il y a une chose, et la deuxième chose, beaucoup de chefs connaissent pas la partition un an avant. Parce qu'ils ont trop de travail, ou ils pensent, bon, c'est simple. Donc, il n'y a pas ce moment où on se trouve un an avant de parler, de faire déjà les premières racines. Ça, c'était très, très bien. Et surtout, moi, j'apprends beaucoup de choses de Rani, parce qu'il a fait la pièce déjà 3 fois. Ça, moi, c'est la première fois. Donc, lui, il connaît plein de couches que moi, je ne connais pas. Et là, dans les répétitions de mise en scène, moi, je travaille et des fois, il me prend, regarde là, tu ne pourrais pas faire un petit truc là. Et je dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, en fait, il enrichit mon travail. Et des fois, quand moi, je vais trop loin, parce que par exemple, il y a deux personnages qui ont un conflit, et moi, je veux ça vraiment très, très fort. Il dit, écoute, là, tu peux pas essayer. Donc, c'est toujours un peu, disons, le sacerdoce de la partition, mais pas du tout inflexible. Parce qu'il est là en voyant le dynamique de la répétition. Et là, après cette conférence, on va aller déjeuner. En fait, parce que lundi, Ariadne arrive. Et moi, j'ai un peu cette conception de trouver les similarités entre Ariadne et Électre. Là, ce n'est pas un conflit entre nous, mais il dit, fais attention, c'est quand même 2 autres personnages. Alors là, on va discuter ça pendant le repas. Donc, une dernière question, peut-être, madame ? Oui. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. À propos de ce dernier point, je me souviens que, si je ne me trompe pas, lors d'une rencontre du type de celle de ce matin, le Chevalier à la Rose avait été pris comme prototype de conflit entre le chef d'orchestre et le metteur en scène. C'était à la représentation de Nancy, où on avait les roses qui étaient sur des tiges métalliques et puis piquetées dans un parquet, et où les protagonistes étaient plutôt au ras du sol, les chanteurs. Et on nous avait expliqué que le chef n'était pas vu des chanteurs, donc demandait qu'on élimine les roses, et que le metteur en scène les faisait repiqueter aussi vite dans le parquet, parce que c'était son point de vue. Bon, moi j'ai une question à Andrea, parce que j'admire beaucoup cette capacité qu'elle a, et je me réjouis de l'entendre, d'être à la fois dans le registre mezzo et dans le registre soprane. Moi, j'aurais rêvé d'être mezzo, et j'espérais qu'avec l'âge, ma voix se serait aggravée. Je voulais vous demander à quel moment de votre carrière vous avez découvert cette potentialité, ou est-ce que vous l'avez travaillée parce que vous vouliez absolument pouvoir chanter plus dans les aigus, et puis quelle était la difficulté physique? Vous avez dit que c'était difficile physiquement, mais à quel niveau de ressenti est-ce que c'était difficile? Oui, bon, ce sont des questions assez intéressantes. Je vais essayer de répondre rapidement parce que je peux aller en profondeur là. Alors, non, drôlement, j'ai nié mes aigus pendant très longtemps. J'avais toujours une voix mezzo plutôt, c'est pas tout à fait clair, je ne suis pas soprano, je suis mezzo. Mais je n'étais jamais ce genre de mezzo qui est plutôt contralte ou avec une voix très haute. J'avais jamais ça. Et quand j'étais jeune, je voulais mezzo, j'aimais ce répertoire, je me sentais bien là, mais comme j'avais une voix qui n'était pas tout à fait j'avais des professeurs, des coachs autour de moi qui essayaient de me dire que peut-être tu es soprane, on va essayer ce répertoire, et je ne voulais pas du tout faire ça. Et du coup, malheureusement pour moi, parce qu'après ça m'a pris beaucoup de temps pour réapprendre à bien chanter, j'ai cherché à mettre du poids dans ma voix, de faire des choses pour aggraver ma voix ou pour changer la couleur, et de ne pas chanter les aigus juste pour montrer que non, je ne suis pas soprano, je ne veux pas être soprano. Et justement, c'était, je ne sais pas le mot en français, detrimental, on dirait en anglais, c'était pas bien pour moi. Mais bref, alors non, j'avais nié. Et petit à petit, je remarquais quand même que j'avais une facilité dans les aigus. Je ne savais pas comment les chanter. Et comme j'avais passé pas mal de temps à mettre du poids sur la voix, j'arrivais pas à les chanter, à les bien chanter. Mais je savais que j'avais cette facilité et que s'il fallait monter dans les aigus, je pouvais le faire. Alors petit à petit, avec la confiance, avec
avec la prise de l'âge et tout ce que ça amène. Je me suis dit non, quand même, je suis mezzo, mais je peux chanter les aigus. Et du coup, voilà, j'ai commencé à... Et je m'amuse beaucoup plus, en effet. C'est vraiment mon répertoire. Je ne suis pas ce mezzo. J'aurais adoré peut-être, mais comme je ne suis pas cette mezzo, dès que j'ai commencé à assumer le fait que non, je suis une mezzo avec les aigus, je suis une mezzo un peu plus là, et chanter Rosine, chanter justement componiste, tout ce genre de choses, j'adore. Et je me sens tellement mieux. Alors voilà, quand j'ai accepté ça et j'ai commencé à travailler, après c'était un grand travail quand même pour apprendre comment les bien chanter, les aigus, et comme j'ai dit avec ce rôle, comment tenir cette tessiture là-haut. Parce que c'est ça, Rosine par exemple, ça monte plus que le compositeur. Les notes sont plus aiguës en Rosine, il y a des contrutes et des si. Dans le compositeur, c'est un si bémol, le plus aigu. Mais Rosine, ça descend toujours. Elle monte et puis elle descend. Le compositeur, il est là beaucoup. Alors ça, c'est la première question. Voilà, je le savais toujours, mais je l'avais nié pendant longtemps. Deuxième question, physiquement, c'est un peu la même chose. On passe beaucoup de temps en tant que chanteur, à chercher qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le cœur, qu'est-ce que ça veut dire de soutenir. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que ça veut dire qu'il faut lâcher. Il faut que moi, si je peux le dire comme ça, il faut que moi, je me dégage. Et que la voix, elle sait quoi faire. Et le moins, c'est-à-dire, on passe beaucoup de temps à travailler les muscles, à chercher à faire des choses. Et la chose qu'il faut faire, c'est de lâcher. Et c'est une contradiction un peu. Et c'est ça le travail. Au lieu de faire ça avec les muscles, c'est le travail continuel. On veut faire ça, le travail, c'est de faire ça. Et avec des rôles comme ça, comme j'ai dit, le compositeur, ses rages, ses colères, ses paniques, ses nervosités, justement, tant qu'humaine, on veut faire ça. Et alors du coup, le travail physique qu'il faut faire, c'est de faire ça en continuel. Et puis après, ça fait que la voix reste dans le corps, ça reste soutenu, mais on a l'impression de ne pas travailler. Je ne sais pas si c'est clair, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre moi, tant que chanteuse, mais c'est ça. Et voilà, c'est une contradiction que le vrai travail, c'est d'apprendre à moins travailler ou à travailler d'une façon beaucoup plus efficace, et on passe beaucoup de temps à travailler beaucoup trop. Autant Andrea a l'impression de ne pas travailler, autant vous aurez l'impression d'une grande facilité en l'écoutant dans ce rôle, qui est vraiment un rôle, encore une fois, très très difficile. Et vous verrez, elle fait ça tellement formidablement bien, et on a vraiment une grande chance de la voir, parce que c'est vraiment un rôle très très difficile à chanter pour elle et à distribuer pour nous. Et effectivement, on a beaucoup de chance, parce que vous verrez la grande facilité avec laquelle elle chante cette partition difficile. À ses côtés, on a une autre prise de rôle importante, qui est le rôle de Zerbinette, qui est le grand rôle de Koloratour dans le répertoire allemand. Ça sera une jeune viennoise autrichienne, Beate Ritter, qui fera à l'occasion de cette nouvelle production, donc sa prise de rôle dans le rôle de Zerbinette. Et puis dire un petit mot, on a parlé de David, on va se voir pour parler du personnage d'Ariane qui arrive. Le personnage d'Ariane, c'est Amber Wagner, qui est une jeune soprano américaine qui chante cet après-midi, heure new-yorkaise, sa dernière représentation de Santa dans le vaisseau fantôme au Metropolitan Opera, qui prend un avion et qui arrive lundi pour répéter avec David et Rani. Et puis, vous dire un petit peu, avant de conclure cette très enrichissante rencontre, les prochains rendez-vous. Bien sûr, nous avons un récital 1 heure avec. Le récital, ce sera le 10 juin à 18h30 dans ce lieu, avec une jeune soprano qui est évidemment membre de la distribution, qui est Elena Galitskaya, qui chante dans la production le rôle de Echo, qui donc assurera ce récital le 10 juin à 18h30. Vous dire aussi que nous avons un partenariat très intéressant à l'occasion de cette nouvelle production avec le Goethe Institut, avec 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est le jeudi 18 mai, c'est la semaine prochaine, une très jolie soirée à 20h dans leurs locaux au Goethe Institut.
une soirée musicale concoctée par Rani Calderón autour des dernières œuvres de Brahms, avec la participation de Joseph Wagner, qui est aussi un des artistes de la distribution, formidable baryton basse viennois, qui chantera quatre leaders de Brahms, le trio pour clarinette, violoncelle et piano avec 2 membres de l'orchestre, Pierre Fourcade et Philippe Moinet, et Rani Calderón au piano, et puis Rani Calderón au piano dans une autre œuvre entre les deux. Donc ça, c'est le premier rendez-vous pour le 18 au Goethe-Institut. Ensuite, nous avons il faut que je trouve la date, nous avons le 29 mai, nous avons une conférence avec David Herman et Fabrice Malcani de l'Université de Lyon autour de la relation mécène à travers les âges par rapport à effectivement tout le parti pris de cette œuvre. Donc ça, c'est une conférence donc au Goethe-Institut à 18h30 le 31 mai. Et puis le dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous cinéma, puisque le lundi 12 juin à 20h, toujours au Goethe-Institut, il y aura la projection du vieux film du Chevalier à la Rose en noir et blanc de 1925 de Robert Vinel. C'est ça, Vinel, je ne sais plus. C'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Vine, voilà. Donc voilà, 3 rendez-vous importants au Goethe-Institut à l'occasion de cette nouvelle production d'Ariane Naxos. Comme habituellement maintenant depuis le début de la saison, les conférences 1 heure avant, à 19h et à 14h, les jours de représentation qui seront cette fois assurés par Michel Ledroit. Venez nombreux, 5 représentations du 6 au 15 juin. On est très heureux aussi à l'occasion de cette nouvelle production. C'est aussi une coproduction intéressante avec 2 théâtres très importants dans l'échiquier européen lyrique, puisque cette production que vous allez découvrir donc en avant-première en juin 2017 ira à l'automne 2018 à Dresde, où Christian Tillman a choisi et a décidé de faire venir cette production pour la diriger à l'occasion d'une série avec, j'imagine, une distribution étincelante. Et puis ensuite, au printemps 2019, le spectacle sera repris dans une autre aussi distribution à l'Opéra de Lausanne. Donc on est très heureux aussi que ce spectacle puisse avoir une vie après nos 5 représentations à Nancy, et surtout dans des théâtres aussi prestigieux que le Saint-Père Opère à Dresde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Je remercie très chaleureusement mes voisins, qui vont donc aller déjeuner et s'entretuer autour d'un carpaccio et ensuite répéter à 14h30 les répétitions. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.